Fidèles amis de l'Université de l'Amour, bonsoir. Qu'est-ce que Syrah a entre les mains? Question ou un champion? Pour connaître la réponse, gardez bien votre position. Vous allez comprendre dans les instants qui vont suivre. Alors, chers amis, il n'est pas rare d'entendre certains dire de temps en temps, c'est Dieu même qui l'a ordonné dans le livre saint, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Aussi vrai qu'il a dit, il a également prévu des dispositions pour nous éviter de nous multiplier en désordre. N'est-ce pas? Le contrôle des naissances est de nos jours un défi pour chaque foyer parce qu'il faut assurer l'équilibre et le bien-être de la famille en général et de la femme en particulier. De la multitude des techniques et méthodes, nous allons débattre ce soir des méthodes naturelles de régulation des naissances. Une solution plus exigeante, certes, mais plus conforme à la nature et à la dignité de l'homme. Le thème de ce soir, c'est bel et bien régulation naturelle des naissances. Si vous voulez comprendre, gardez votre position, invitez les amis, parce que c'est un débat capital pour l'harmonie dans les foyers. À tout de suite. Et oui, chers amis, à nouveau bonsoir. Nous sommes sur le plateau de votre émission Unis pour toujours, une émission qui se déroule tous les derniers dimanches du mois à partir de 22 h. Voilà. Le thème de ce soir, c'est bel et bien la régulation naturelle des naissances. Et je m'en vais vous présenter déjà pour la première rubrique nos invités. À ma droite, j'ai Madame Gisèle Egouletti-Toudonou. Je ne sais pas souvent comment la présenter parce qu'elle est ma professeure, elle est docteure, elle est épouse, Toudonou et tout. Mais je retiens quand même que c'est le docteur Gisèle Egouletti-Toudonou. Vous êtes déjà plusieurs fois venu sur ce plateau avec votre époux. Vous êtes médecin de santé publique, enseignant à l'Institut pontifical Jean-Paul II pour les sciences du mariage et de la famille en Afrique francophone. Vous êtes également formatrice des éducateurs pour les méthodes naturelles de régulation des naissances. Vous êtes également très engagée dans la pastorale familiale au Bénin. Et juste en face de vous, j'ai monsieur Ourbata Chal, conseiller conjugal, communicateur et un membre actif de Love Power. Et sans plus tarder, je vous pose rapidement la première question puisque on a démarré avec la première rubrique. Qu'en dites-vous? Quand on parle de régulation naturelle des naissances, que faut-il comprendre et quelles sont les différentes méthodes de régulation des naissances que nous pouvons avoir? Merci Madame Syrah de m'inviter encore une fois de plus sur le plateau de Unis pour toujours. Quand on parle de régulation des naissances, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'ensemble des méthodes qui permettent soit de favoriser une grossesse ou d'espacer une grossesse. C'est ça qui fait la différence avec la contraception. Pour la contraception, pas de grossesse. Or, la régulation des naissances, c'est que vous utilisez les mêmes méthodes pour favoriser une grossesse si vous êtes en désir de grossesse ou pour l'espacer si vous voulez arrêter ou si vous voulez attendre que votre enfant grandisse d'abord. D'accord. Je vous avais déjà rapidement posé la question de savoir quelles sont les différentes méthodes de régulation. Mais je voudrais savoir si M. Ourbata, qui est avec nous sur le plateau, a quelque chose à ajouter à la définition que vous venez de donner. Oui, au fait, c'est juste à la limite compléter que ces différentes méthodes, que ce soit contraceptives ou de régulation d'espacement de naissance, sont d'abord données à la communauté pour permettre quoi? Pour permettre d'espacer les naissances, comme vous l'avez dit, permettre également aux couples infertiles ou stériles d'avoir la possibilité de procréer. Et puis une dernière chose, c'est également permettre une prise en charge responsable de la sexualité. Une prise en charge responsable de la sexualité. Alors madame, est-ce qu'on peut déjà connaître les différents types de méthodes que nous avons? Très bien, nous avons deux grands groupes. Il y a les méthodes naturelles à critères d'éligibilité et les méthodes d'auto-observation. Les méthodes à critères d'éligibilité, ce sont des méthodes que tout le monde, toutes les femmes ne peuvent pas utiliser. Il y a une certaine catégorie de femmes qui peuvent l'utiliser. Il n'y en a que deux. C'est la méthode de collier ou méthode Osino qui a été mise sous perle, oui, et la MAMA, c'est-à-dire la méthode d'allaitement maternel et d'aménorrhée. Donc, la méthode d'allaitement maternel, c'est pour 6 mois
après l'accouchement. Donc, après les 6 mois, chez une femme qui a accouché et qui n'a pas encore eu ses règles, elle peut allaiter tout le temps son enfant et s'unir avec son mari sans risque d'avoir une grossesse. Mais au-delà de 6 mois, il faut changer de méthode. C'est pour ça qu'on dit critères d'éligibilité. Il y a des exceptions. Hein. Y a-t-il pas d'exception? C'est forcément, au cours de ces 6 mois, la femme peut s'unir à son mari sans problème, sans inquiétude. Il faut que ce soit l'allaitement maternel strict, sans eau, sans tisane, sans bouillie. Parce que j'espère que les femmes sont en train de vous écouter, parce que demain, elles diront que Tata Sira, vous avez dit sur l'émission que quand on allait... Rien ajouter, c'est uniquement le sein. Ok. Toutes les 3 heures. Toutes les 3 heures? Oui. Toutes les 3-4 heures de jour comme de nuit, en permanence. Alors, l'autre méthode à critère d'éligibilité, c'est le collier. Oui. C'est l'habituelle méthode Ogino de calcul qu'on connaissait depuis toujours, que tout le monde connaît. C'est ça qui a été matérialisé sur des perles pour qu'il y ait une facilité d'utilisation. D'accord. Peut-être après on viendra sur comment l'utiliser. Alors, l'autre catégorie, la méthode d'auto-observation, c'est que, comme vous le disiez tout à l'heure, le Créateur a dit de procréer, mais lui-même, il a mis dans le corps de la femme et même de l'homme tout ce qu'il faut pour s'unir et avoir un enfant, mais pas en désordre. C'est pour ça que la femme n'est pas faite de la même manière que l'homme. La femme, elle est cyclique. L'homme, lui, il produit ses spermatozoïdes à partir de la puberté durant toute sa vie. Or, la femme, elle n'a qu'un jour par mois, en général, pour produire la semence nécessaire pour avoir un enfant. Et là, depuis la puberté jusqu'à la ménopause. Donc, après la ménopause, elle ne peut plus faire d'enfant. Bon. Il est vrai que la science aujourd'hui a évolué, peut aller au-delà, mais enfin, on n'en est pas là. On est dans le général et le naturel. Donc, la femme, au cours de son cycle, peut essayer d'identifier les signes qui lui permettent de dire « là maintenant, je rentre en période féconde, là, je suis en période inféconde ». Et en déterminant ces périodes fécondes et infécondes, elle est capable de choisir si elle veut avoir un enfant ou si elle ne veut pas l'avoir. On va y revenir puisque vous aurez l'occasion de nous expliquer comment le collier s'utilise et comment est-ce que la femme peut déterminer ses périodes fécondes et ses périodes non fécondes. Alors vous représentez les hommes, parce qu'on sait que dans les foyers, c'est souvent compliqué de discuter avec les hommes. Tel que madame l'a expliqué, est-ce que vous pensez que l'homme peut s'intéresser à ces méthodes-là pour permettre à la femme de déterminer ses périodes fécondes, ou bien bon, quand ça lui prend, lui peut aller juste... satisfaire ses besoins. Alors, je vous remercie. Je crois que c'est une situation qui interpelle beaucoup plus l'homme. En ce sens que lorsqu'on parle de méthode de régulation de naissance, c'est vrai que c'est la vie du couple qui est engagée, mais ça interpelle beaucoup plus la responsabilité de l'homme. En quel sens? Je vais revenir d'abord sur les 2 premières méthodes. Tout à l'heure, Madame Egouletti, qui a été aussi mon professeur, je la salue au passage, on a parlé de la méthode d'allaitement. Au niveau de la méthode d'allaitement, je voudrais préciser que lorsque la femme accouche, avant le retour des prochaines règles, ça tarde. Parfois, ça peut faire plusieurs mois. C'est vrai que tout à l'heure, pour que la méthode d'allaitement maternel et de l'aménorrhée puisse marcher, on a parlé de l'allaitement exclusif pendant 6 bons mois. Alors, pendant 6 bons mois, quand c'est régulièrement respecté, le couple peut continuer par s'unir. Alors, maintenant, pour que cela soit efficace, ça suppose que quoi? Monsieur puisse quand même veiller à ce que madame respecte scrupuleusement les règles, c'est-à-dire quoi? Allaiter l'enfant toutes les 3 heures, de jour comme de nuit, allaiter l'enfant pendant 20 minutes à chaque allaitement, c'est-à-dire quoi? 10 minutes le sein gauche et 10 minutes le sein droit. Et ça là pendant 6 mois de façon exclusive. Je voudrais qu'on ne s'attarde pas trop sur cette méthode. En dehors de ça,
je reviens sur l'autre aspect, c'est que même là, parce que le retour des couches, il faudrait nécessairement que le retour des couches soit avant que le collier ne puisse accompagner. Donc c'est toujours, il revient toujours à l'homme d'accompagner son épouse, que l'épouse se sente pas seule, parce que les contraintes liées à la naissance, c'est-à-dire à l'entretien d'un nouveau bébé, sont telles que quand la femme ne sait pas faire, parfois elle perd de la tête. Donc l'homme a besoin d'être là, de l'accompagner pour que pendant qu'elle est en train de s'occuper de leur enfant à eux deux, ils puissent quand même ne pas perdre de vue. Mais est-ce qu'on observe ça dans nos foyers? C'est la question que je vous ai posée. Est-ce qu'on observe ça malheureusement? Ce n'est pas toujours facile. Cela est également lié à la culture et l'environnement culturel. L'environnement culturel a une grande influence sur ça. Et puis il y a également l'éducation, la maturité de l'homme qui est interpellé à ce niveau-là. Parce que vous allez voir des milieux où quand la femme accouche, on la met carrément à part, donc elle se débrouille jusqu'à ce que tout aille normalement et qu'elle revienne à la charge de l'homme. Alors que lorsque vous êtes dans un environnement, par exemple, où l'homme travaille, où la femme travaille, et en dehors des exigences professionnelles, chacun est appelé à donner un surplus pour que le foyer aille bien, il est important que l'homme le fasse. Ce n'est pas facile. Parce que parfois, les exigences même du nouveau bébé font que beaucoup de femmes ont tendance à perdre de vue la présence du mari à leur côté. Et puis les hommes cherchent à s'isoler. Ils s'isolent du foyer. Ce qui fait qu'à la longue, l'homme manifeste une certaine indifférence à tout ce qui concerne son épouse. Ça veut dire que ces méthodes, normalement, doivent permettre au couple de mieux communiquer, si je comprends bien. C'est ça. Alors, oui, madame, je vais vous laisser le collier. Vous avez quelque chose certainement à ajouter, mais je vous laisse le collier pour que vous alliez rapidement à l'explication de ces méthodes, pour que nos femmes, en tout cas, je sais que ce sont des couples qui sont en train de nous regarder, qu'ils puissent comprendre l'utilisation du collier. On va y revenir, mais de façon précise, comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Merci. Mais avant d'aller au collier, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit par Charles. Alors, la vie en couple, c'est d'abord l'amour. Et l'amour est exigeant. Si l'amour n'est pas exigeant, il ne peut pas y avoir de joie. Et c'est les exigences de l'amour qui amènent le couple à pouvoir faire un brin de sacrifice. Et là, je m'adresse aussi aux hommes, c'est-à-dire, il faut qu'ils acceptent le sacrifice. Et c'est dans le sacrifice qu'on retrouve la joie. Parce que le sacrifice les amène à faire plus attention à leur femme. Et la femme qui se sent attentionnée par son homme donne plus de joie et donne le meilleur de lui-même. Et ça, il faut commencer par donner cette éducation-là à la jeunesse et préparer les jeunes au mariage pour que nous ayons plus de joie dans les couples et plus d'attention. Alors, je m'en vais maintenant au collier. Alors, nous avons des perles marron. D'abord, 7 perles marron au départ qui suivent une perle rouge avec une bague noire. Nous avons un cylindre noir et ce cylindre, il y a une flèche blanche dessus pour donner l'indication pour faire glisser la bague, dans quel sens il faut faire glisser la bague sur les perles. Ensuite, nous avons 12 perles blanches et 18 perles marron. Pour utiliser la méthode de collier, il faut des femmes qui ont des cycles réguliers entre 26 et 32 jours. Obligatoirement des cycles réguliers. Si les cycles ne sont pas réguliers entre 26 et 32 jours, la femme ne peut pas utiliser la méthode de collier. Donc, dès le premier jour des règles, la femme place la bague sur la perle rouge. Et chaque jour, elle fait déplacer la bague dans le sens de la flèche. Donc, le sens de la flèche, c'est à partir de ma droite. Donc, chaque jour, après les règles, elle glisse le collier. Elle glisse la bague sur une perle. Alors, lorsqu'elle est au niveau des perles marron, elle peut s'unir avec son mari si elle veut espacer les naissances. Mais lorsqu'elle rentre, sa bague arrive au niveau des perles blanches, ça veut dire qu'elle est en période féconde.
Si elle désire un enfant, c'est le meilleur moment pour s'unir avec son mari. Mais si elle ne désire pas d'enfant, durant toutes les perles blanches, il faut vivre une continence. Voilà. Alors, nous voyons que au milieu des perles marron, il y a une perle un peu plus foncée. Cela signifie que lorsque la femme glisse sa bague et trouve ses règles avant cette perle marron foncé, ça veut dire qu'elle a un cycle de moins de 26 jours. Donc, elle n'est pas éligible pour la méthode. Okay. Et lorsque la femme glisse la bague et dépasse le cylindre ou bien dépasse la perle rouge et qu'elle n'a pas encore eu ses règles, cela veut dire qu'elle a un cycle au-delà de 32 jours. Donc, elle ne peut pas utiliser la méthode de Collier. On va s'en arrêter là pour la méthode de Collier et vous allez nous expliquer. Vous avez utilisé ça? Oui. Correctement? Oui. D'accord. Alors, une autre méthode, vous avez, à part la méthode du Collier, vous avez... À part la méthode de Collier, il y a la méthode d'auto-observation, surtout la méthode de la glaire cervicale. C'est cette méthode qui n'est pas une méthode éligible. Tout le monde peut l'utiliser, à savoir une femme qui vient d'accoucher et qui n'a pas encore fait ses retours de couche, même sur 2 ans ou 3 ans. Alors, une femme qui n'a pas de cycle régulier, une femme qui est en phase de préménopause, une femme qui a utilisé la pilule et pour une raison ou pour une autre décide d'arrêter. Quand je dis pilule, j'entends toutes les méthodes contraceptives et décide d'arrêter. Elle peut utiliser la méthode de la glaire cervicale. La méthode de la glaire cervicale, qu'est-ce que c'est? Nous savons que pour avoir un enfant, il faut une union entre l'ovule et le spermatozoïde. Alors, c'est la femme qui produit l'ovule. L'ovule, avant de sortir, se prépare pendant un certain nombre de jours. Alors, la préparation de l'ovule est signifiée à la femme par l'écoulement de la glaire cervicale. C'est-à-dire, c'est une substance gluante qui est sécrétée par le col de l'utérus. Alors, cette substance, dès que ça commence par sortir, la femme sait déjà que son ovule se prépare. Et cette substance commence petitement et chaque jour, ça augmente en longueur, ça change de sensation. La femme est d'abord dans une sensation de mouiller. Après, quand elle est tout proche de l'ovulation, elle est dans une sensation de lubrifier. Elle glisse au niveau vaginal et elle peut recueillir cette glaire-là au niveau de la vulve. Montrez-nous un peu comment ça se passe. C'est avec les doigts, oui, pour s'observer, la première chose qui importe, c'est la sensation. Il faut que la femme sache sentir qu'elle est mouillée. Ah, donc il y a des femmes qui n'arrivent pas à sentir ça? Parce qu'il faut attirer l'attention de la femme dessus. Okay. Parce que plusieurs femmes ne font pas attention à leur corps. Elles font attention à leur corps uniquement à l'approche des règles, parce qu'on sait que les règles, c'est une évidence, il ne faut pas qu'on se tâche, il faut prendre ses précautions. Mais pour le reste, on ne fait plus attention. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre ce liquide et le liquide les pertes ou non, entre le sperme et ce liquide de la femme? Mais bien sûr, le sperme, c'est liquide, c'est visqueux. Or, le liquide de la glaire cervicale, on peut comparer ça au blanc d'œuf. Okay. Au blanc d'œuf non bouilli. Alors, vous voyez comme ça coule. Et qu'on m'excuse, lorsqu'on est en début de rhume, et le rhume ne s'est pas infecté, lorsqu'on se mouche et qu'on écarte les deux pans du mouchoir, on voit que nous avons une substance, un mucus gluant. Donc, c'est comme ça que la glaire se présente. Mais au départ, la glaire, elle est blanche ou blanchâtre comme une feuille de papier. Mais chaque jour, elle perd sa couleur blanche et tend vers la couleur transparente. Et comme ça, la femme peut déjà suivre l'évolution de la maturation
de son ovule. Oui. Et lorsque ça tire justement vers la transparence et elle est très lubrifiée à l'intérieur, elle sait que vraiment, elle va ovuler. Et dès que cette sensation de lubrifier disparaît, elle se dit, tiens, j'ai ovulé. Parce que dès qu'elle ovule, le lendemain, ou la glaire disparaît complètement, ou bien la glaire se raréfie et devient plus épaisse. S'il vous plaît, madame. Monsieur Orobata, est-ce que l'homme doit aller souvent aux toilettes avec sa femme pour constater l'état de la glaire, pour savoir s'il faut s'unir ou pas? Comment ça va se passer? Ça devient un peu compliqué. Tout à l'heure, on a parlé de la nécessité de communiquer. Oui. Parce que ça relève de beaucoup plus du travail de la femme. L'homme n'est pas médecin avant d'aller chaque fois consulter chaque matin. Ça, c'est le travail de la femme en réalité. Mais ce qui serait intéressant, c'est quand il y a communication, l'homme serait en mesure. Parce que vous voyez, toutes les femmes ne sont pas allées à l'école. Et puis toutes les femmes ne peuvent pas interpréter ce langage-là que leur corps est en train d'exprimer. Donc, quand l'homme a un peu de connaissances en ce sens, il pourrait aider la femme. Surtout, vous voyez, habituellement, quand les menstrues se manifestent, bon, dans certains couples, ils partagent. Hein, la femme partage cette information-là avec son homme. Ce n'est pas nécessairement... Mais dans la majorité des couples, il y a cette pudeur-là. Il y a cette pudeur-là, mais en réalité, il n'y a aucun problème à ça. Parce que c'est comme on sent un malaise en soi. Comme on peut dire à son époux, par exemple, je sens un mal à la tête. Bon, vraiment. Mais monsieur Orobata, est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui ne supportent pas du tout la période? D'entendre même ça. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? S'ils ont accepté prendre la femme dans son entièreté, tout ce qui peut survenir doit être également accepté. D'accord, tout ce qui peut venir. Tout ce qu'elle a en elle. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire je veux d'une femme pour tout ce que je tire de profitable et je veux pas en elle tout ce qui ne m'est pas profitable. Quand on prend entièrement. Donc, mais en réalité, je crois qu'il importe que la femme puisse en parler. Je ressens telle chose, telle chose. Tout à l'heure, madame a dit que beaucoup de femmes ne font pas attention à ça. Et c'est vrai. Parce qu'en réalité, tout se passe dans leur sein. Et quand ça se passe ainsi, il est important qu'elles comprennent. Et si peut-être même un début. Parce qu'au-delà, la glaire, dans certaines circonstances, quand ça ne vient pas dans la période indiquée, ou bien quand ça se multiplie dans un même cycle menstruel, ça peut être des signes avant-coureurs de certaines infections. Donc voilà pourquoi il est important que la femme puisse en parler avec son mari. D'accord. Merci beaucoup. Je crois qu'on tend déjà vers la fin de la présentation. Vous avez quelque chose à ajouter? Là, il y a une question d'éducation. Oui. D'abord, nous sommes obligés, avec les temps qui courent, d'éduquer les couples et d'éduquer les hommes. Il faut que les hommes reconnaissent que leur corps, le corps de la femme, c'est une partie de leur corps et vice-versa. C'est leur corps. C'est leur corps. C'est leur propre corps. Donc, il faut le corps de la femme ne lui appartient pas, ça appartient à son mari. Nous nous adressons aux couples mariés. Oui, il faut qu'ils le sachent. Et puis, l'ignorance fait parfois que les femmes pensent, et surtout les jeunes filles, pensent que la glaire, c'est une infection. Donc, quand elles sentent la glaire, elles viennent en consultation et disent que je suis infectée, j'ai un problème. Et ça, c'est de l'ignorance. De toutes les façons, c'est déjà ce qu'on fait sur ce plateau. Oui. Je crois que Love Power a mis sur pied des conférences, des séminaires et tout, propose des séminaires et des formations et d'autres structures également. Déplacez-vous, nous disons déjà bravo à tous ces jeunes qui se déplacent pour venir se former, s'informer. C'est important pour une vie de couple harmonieuse. Nous allons démarrer avec la deuxième rubrique, des expériences vécues où un couple a accepté deux. Il y a un couple ivoirien qui a envoyé son témoignage via mail et un autre couple qui s'est déplacé et nous allons les recevoir sur le plateau. Nous allons recevoir ces conjoints sur le plateau pour qu'ils partagent avec nous leur expérience. C'est compliqué d'avoir des couples sur ce plateau, surtout quand il s'agit de notre vie, de leur vie intime. Mais c'est ça, l'émission Unis pour toujours. C'est une télé-réalité et vous allez entendre comment, vous allez comprendre comment eux, ils ont pu gérer leur sexualité, l'espacement des naissances de leurs enfants. À tout de suite. Alors, c'est la deuxième rubrique des expériences vécues et je voudrais déjà demander à M. Janvier Tonon qui nous gère la réalisation, qui nous gère d'habitude la réalisation, s'il est prêt pour nous passer le message de Love Power. Love never fails. Vous pouvez avoir toute la richesse du monde. Si vous n'avez pas l'amour véritable en vous, vous serez comme une feuille morte emportée par le vent.
Suivez ce message de Love Power. Love is our mission. Let us share true love. Let us see God Almighty. Docteur Gouletti, Monsieur Roubata, merci pour le développement de la première partie de ce thème qui est capital. Je sais qu'on va revenir sur ce thème pour permettre aux femmes, surtout aller en fond ou en d'autres langues. De toute façon, il y aura des stratégies pour aller vers les femmes, pour leur expliquer véritablement ces méthodes de régulation naturelle, pour leur permettre de mieux comprendre. Nous avons comme promis sur ce plateau le couple qui a accepté partager son témoignage de vie avec nous. Mais avant, nous avons eu un couple ivoirien, le couple Denis et Raïs